Donc, comme vous le savez, cette fête de l'universalisme est consacrée pour l'essentiel à des auteurs contemporains, et ils le prouvent puisqu'ils sont là en chair et en os. Mais quand même, j'ai tenu à ce qu'une séquence au moins, que j'ai intitulée « Relire une œuvre intemporelle », soit consacrée à un grand classique. Et pour cette première édition, nous avons choisi Montesquieu. Et donc, je remercie Catherine Volpiac-Auger, qui est aujourd'hui la spécialiste incontestée de Montesquieu, je vais dire en France, mais j'imagine que dire de Montesquieu en France, c'est dire de Montesquieu en Europe et dans le monde, qui va nous parler donc de Montesquieu antiraciste. Elle est professeure émérite de littérature française à l'École normale supérieure de Lyon, et elle dirige depuis 1998 l'édition des œuvres complètes de Montesquieu en 22 volumes. Et elle a consacré une vingtaine de livres à cet auteur. Et je remercie Frédérica Smetana, encore une vieille amie de la LICRA, depuis ce matin, je répète l'expression souvent, qui va lire des textes de Montesquieu choisis par Catherine. Donc Frédérica, qui est metteuse en scène, comédienne, qui est cofondatrice de la compagnie Golem Théâtre, d'abord à Prague et aujourd'hui en Isère, et qui a mis en scène un certain nombre de pièces qui intéressent particulièrement la LICRA. C'est même un peu comme ça qu'on a fait confiance, qu'on a fait connaissance, pardon. Tiens, c'est curieux comme lapsus, oui. Alors, Montesquieu antiraciste, cet anachronisme, comme on dit aujourd'hui, fait-il sens, Madame Volpiac-Auger? Alors, effectivement, il est très difficile de dire que Montesquieu est antiraciste, puisque la notion de race n'est absolument pas constituée au XVIIIe siècle. Elle apparaît au XIXe, et le mot race, évidemment, il existe depuis très longtemps, mais au XVIIIe siècle, ça veut dire une dynastie. On parle de la race des Mérovingiens, de la race des Capétiens, évidemment, donc rien à voir avec notre sujet. Et je dirais même que la difficulté, c'est qu'il n'est pas universaliste du tout. Bon, ce qui commence déjà à casser un peu l'ambiance. Mais quel est le principe de Montesquieu? C'est que un gouvernement, un État politique, tout cela doit être adapté à chaque peuple, à chaque situation. Ce n'est pas un législateur ni un donneur de leçons. Il ne dit pas ce qui doit être partout et en tout temps. Il faut que chaque société se dote d'une législation qui lui convienne. Ce qui est très important pour lui, c'est la notion de rapport, et même plus précisément la notion de convenance. Le régime de l'Angleterre ne convient pas forcément à la France, et vous prenez n'importe quel pays, vous vous apercevez qu'il y a des pays où il y a des constitutions, il y a des pays où il n'y en a pas, il y a des monarchies, et il y a des républiques, et il y a une histoire, il y a des habitudes, enfin des habitudes pas au mauvais sens du terme, c'est-à-dire que les gens considèrent que leur manière de faire, elle est là, et on fait avec. Par exemple, nous considérons que la démocratie, c'est le suffrage universel. Les États-Unis, qui élisent leur président avec un suffrage indirect, est-ce que c'est moins, sur ce plan-là, est-ce que c'est moins une démocratie que nous? Et comment est-ce qu'ils désignent leurs candidats? Avec un système électoral qui est, avec les fameuses désignations, les primaires, etc., qui nous paraissent tout à fait absurdes et antidémocratiques. Montesquieu vous répondrait, certainement, évidemment j'abuse un peu en prenant la parole à sa place, que du moment que c'est dans les mœurs et que cela convient au peuple, il faut respecter les peuples dans leur manière de penser. Et qu'il n'y a pas une manière de penser qui est bonne pour tout le monde. Et il n'y a pas de forme de gouvernement qui soit bonne en soi. Alors, par contre, il sait ce qui est mauvais, c'est le despotisme. Mais chaque forme de gouvernement doit être adaptée à une situation, à un peuple donné et à la volonté d'un peuple. Cela nous amène à penser que ce qui est essentiel, à discerner qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est circonstanciel, qu'est-ce qui est contingent, qu'est-ce qui vraiment peut faire sens pour tous les hommes et donc pour toutes les races, même si la notion est apparue après. La question
que pose Abraham est fondamentale, eh bien, il faut savoir ce qui est bon pour tout le monde. Et il y a un texte que j'avais d'abord pensé à faire lire à Frédérica, mais qui était quand même un petit peu trop long et un petit peu trop compliqué, mais j'avais trouvé que finalement il montrait bien cette espèce de préfiguration. Il évoque le fait que depuis les Grecs... je l'ai travaillé, on peut le lire. Hein. Ah ben alors, écoutez, alors, allez-y, allons-y. Allez-y. Quand on voit des statues antiques, on trouve une très notable différence des visages des anciens aux nôtres, et il est impossible que cela ne soit pas ainsi. Chaque nation ayant, pour ainsi dire, sa couleur, sa taille et sa physionomie. Mais depuis les Grecs et les Romains, les nations ont tellement changé de place, tout a été si dérangé que toutes les anciennes physionomies des peuples se sont perdues et qu'il s'en est formé de nouvelles. Il n'y a plus dans le monde de visage grec ni romain. Pour peu que notre commerce avec les Indes occidentales, l'Amérique, devint plus grand, c'est-à-dire si les Espagnols faisaient cesser la défense qu'ils ont faite sous peine de la vie à tous les Européens d'aborder aux Indes, la couleur blanche courrait risque de se perdre dans le monde, et il ne resterait plus seulement l'idée de nos beautés d'aujourd'hui. Une preuve de cela, c'est que dans les Indes occidentales, où les trois couleurs, la noire, la blanche et celle des visages de l'Amérique, se sont mêlées, il n'y a plus proprement de blanc, et de 200 visages, il n'y en a pas un de même couleur. Si une nation plus reculée que la Tartare avait conquis la Chine, adieu les visages chinois. Et si les peuples jaunes d'Asie se répandaient en Europe, de quoi deviendrions-nous ? De quoi deviendrions-nous ? Il ne faut... Merci Frédérica. Et pour moi, cette session doit être surtout consacrée à Montesquieu, et je pense que c'est Frédérica surtout qu'il faut entendre. Mais c'est vrai que ces textes ne sont pas forcément faciles à comprendre et qu'il faut parfois un brin d'explication. De quoi deviendrions-nous ? Vous mettez cette phrase dans la bouche de n'importe quel homme politique aujourd'hui, ça serait une condamnation. Absolument pas. Montesquieu constate qu'il y a des brassages de population et qu'on n'y peut rien. C'est comme ça. Les nations, le XVIIIe siècle en général, valorise toujours tout ce qui est mouvement. Quelque chose qui ne bouge pas, c'est quelque chose qui est mort. Et donc, les populations bougent. Évidemment, cela n'a rien de comparable avec ce que nous avons connu depuis le XXe siècle. Mais les populations, fatalement, normalement, se brassent, se mêlent, se mélangent. Et donc, eh ben oui, la couleur blanche, elle va disparaître. Et c'est grave ? Eh ben non, c'est absolument pas grave du tout. Il faut se mettre sur l'échelle du temps long. Il ne déplore pas, il constate. Et ce brassage des populations, alors dans un passage du coup qu'on n'a pas mis parce que c'était tout à fait à la fin. Enfin, c'est une phrase que j'ai dû relire 3 fois pour être bien sûr de la comprendre, donc à l'oral je ne suis pas sûre que ça serait bien passé. Il dit mais il pourrait aussi se faire qu'avec tous ces brassages, il pourrait sortir une espèce d'homme qui soit beaucoup plus intelligente que les autres, parce que c'est un éloge du métissage, finalement. Voilà. C'est même plus que le métissage, c'est Édouard Glissant, c'est cette idée du métissage créateur d'autres choses. Voilà. Alors, pas seulement d'uniformité, mais d'autres choses. Des hommes dont l'esprit serait plus développé, mais justement parce qu'il y aurait ce brassage et que les gens ne seraient pas restés dans leur petite case. Alors, l'universalisme. Comment parler d'universalisme ? Eh bien, donc, je vous le disais, l'universalisme pour Montesquieu n'est pas dans les institutions, mais dans le rapport entre les sociétés et les institutions qu'elles sécrètent et qui les régissent. Et surtout, il y a quand même une valeur suprême pour Montesquieu. C'est que toutes les sociétés existent
pour faire le bonheur de ceux qui les composent. Vous allez me dire, ça c'est banal. Oui, mais pour faire leur bonheur ici-bas, pas dans l'autre monde, ce qui est déjà une grosse différence par rapport au XVIIe siècle et par rapport à toutes les sociétés qui font primer la religion. Et puis surtout, comment y arrive-t-on? Parce qu'on parlait de faire le bonheur des peuples, bah oui, d'accord, mais les moyens. Eh bien d'abord, il y a les moyens, donc je vous le disais, ils sont divers, mais il y a un préalable, et c'est la liberté. La liberté, dit-il, ce bien qui fait jouir des autres biens. Et donc, mettre la liberté au cœur du système, eh bien, c'est cela qui va pouvoir développer l'antiracisme et l'universalisme. Et la grande œuvre de Montesquieu, bon, vous connaissez certainement Les Lettres persanes, qui est un roman qui a eu un immense succès et qui est très fréquemment étudié dans les classes. Vous avez peut-être aussi des souvenirs de L'Esprit des lois, qui est la grande œuvre qu'il fait paraître en 1748 et qui est réellement l'ouvrage fondateur des démocraties modernes. Et qu'est-ce que c'est que l'esprit des lois? Eh bien, si vous prenez non pas les lois telles qu'elles existent, ou plutôt si vous prenez toutes les lois qui existent de par le monde, il faut en tirer l'esprit, et l'esprit c'est cette forme de universalisme, c'est ce qui transcende les distinctions locales. Alors, maintenant, la question c'est que Montesquieu est un homme de lettres, un écrivain, un homme de lettres. Il ne se dit pas philosophe, hein, jamais. Le mot philosophe prendra un peu plus tard dans le siècle cet aspect militant. Hein, lui-même n'est pas militant, il est homme de lettres. Et, ça tombe bien, j'ai été professeur de littérature. Et donc la question c'est comment faire passer ces idées? Quelle est la stratégie qu'il doit employer et comment faire sentir au lecteur qu'il faut dépasser le niveau du ici et maintenant, des petites lois qui sont dans un petit pays, etc. Alors pour cela, il me semble qu'on peut distinguer deux dimensions. Une horizontale, une verticale. La dimension horizontale, c'est-à-dire qu'il faut décaler latéralement le regard. C'est ce qui se passe dans les lettres persanes. Vous vous rappelez le principe des lettres persanes. Deux Persans arrivent à Paris et ils découvrent la Comédie Française, le roi, le catholicisme. Ils portent un regard de côté parce que, comme cela, ils font apparaître les absurdités ou les bizarreries, et tout simplement ils font éclater le caractère conventionnel de la société française et européenne en général. Eh bien, j'ai trouvé un autre texte qui nous évitera de relire l'intégralité des lettres persanes. Donc, c'est le texte 1, parce que c'était le texte 0 avant. Je ne sais comment il arriva qu'un Turc se trouva un jour avec un cannibale. « Vous êtes bien cruel, lui dit le Mahométan. Vous mangez les captifs que vous avez pris à la guerre. »« Que faites-vous des vôtres ?» lui répondit le cannibale. « Ah, nous les tuons, mais quand ils sont morts, nous ne les mangeons pas. » Alors, on pourrait dire que voilà quelque chose qui est quand même un petit peu raciste de désigner les Turcs, le Mahométan, c'est ainsi qu'on appelle les musulmans au XVIIIe siècle. Oui, ça c'est une affaire de Turcs et de cannibales. Enfin, les cannibales à cette époque, ça désigne un nom de peuple en général, donc de peuple anthropophage. Mais non, la démarche de Montesquieu, parce que on a une autre partie du texte à vous lire, c'est que la démarche de Montesquieu va toujours inclure le lecteur dans ce décalage. Autrement dit, on ne lui montre la paille dans l'œil des autres que pour mieux signaler la poutre que le lecteur doit avoir lui-même. Par exemple, quelque chose qui n'existe pas
chez les Mahométans ou chez les Turcs, c'est la torture. La torture est un moyen extrêmement commode de faire avouer les crimes et les délits dans la France du XVIIIe siècle. Et Montesquieu a été juge, ça a été sa fonction, il l'a exercée pendant une dizaine d'années. Et il a vu passer des affaires où les aveux avaient été obtenus par la torture. La torture fait... Alors, tout le monde crie contre la torture depuis le XVIIe siècle et même avant. Mais la torture ne sera réellement abolie qu'à la fin du siècle, évidemment avec la Révolution, etc. Et vous avez même ce qu'on appelle la torture préalable, qui est juste avant, l'accusé a été condamné, on lui fait encore un petit coup de torture pour qu'il condamne ses complices, parce que maintenant il n'a plus rien à perdre, plus rien à gagner. Donc, autant essayer la torture. Eh bien, cela, c'est le quotidien des... c'est ce que connaissent tous les Français de son temps. Donc, quand il entend parler de cruauté, il peut peut-être se demander s'il n'est pas inclus dans l'affaire, puisque la conclusion du texte... Il semble qu'il n'y ait point de peuple qui n'ait sa cruauté particulière, que chaque nation ne soit touchée que de celle des autres nations, comme si la barbarie était une affaire d'usage, comme les modes et les habits. Voilà. Chaque peuple a sa forme de cruauté, et chaque peuple la pratique très très bien, et développe même toutes sortes de techniques. Donc, regardons-nous d'abord en regardant les autres, justement. Donc là, je vous disais, c'est la technique latérale. On a aussi une technique qui consiste à s'élever au-dessus de sa propre situation. Et je laisse de nouveau la parole à Frédérica. Si je savais quelque chose qui me fût utile et qui fût préjudiciable à ma famille, je la rejetterais de mon esprit. Si je savais quelque chose utile à ma famille et qui ne le fût pas à ma patrie, je chercherais à l'oublier. Si je savais quelque chose utile à ma patrie et qui fût préjudiciable à l'Europe, ou bien qui fût utile à l'Europe et préjudiciable au genre humain, je la regarderais comme un crime. Donc, cette réflexion, les philosophes nous diront qu'il y a une forte influence du stoïcisme, puisque le stoïcien plaçait ainsi l'individu dans toute une échelle, et que le véritable bien, c'est celui du genre humain, ce n'est pas celui de l'individu. Et ce qui est intéressant aussi, c'est l'Europe. Alors cela ne veut pas dire que ce qui est préjudiciable à l'Europe, ça serait contre les nations non européennes. Pas du tout. C'est l'Europe, parce que, l'Afrique, on ne la connaît pas, l'Amérique, elle a été vidée de ses habitants, et l'Asie, on n'arrive pas vraiment... Enfin, on ne peut pas parler au nom des Asiatiques, mais c'est une manière de s'élever de plus en plus. Et Montesquieu donne, dans la suite de ce texte, il donne une explication. C'est parce que je suis homme avant d'être français. Et il revient sur cette... c'est dans un de ses recueils de travail, il revient sur cette formulation et il dit « parce que je suis nécessairement homme et que je ne suis français que par hasard ». Et là, à une époque où le mot « cosmopolite » est péjoratif, il revendique d'aimer beaucoup sa patrie. Montesquieu aime beaucoup la France. Il trouve que la France a beaucoup d'avantages sur beaucoup d'autres pays, mais non pas parce qu'il est français, mais pour des raisons qui sont, je ne dirais pas objectives, mais pour des raisons qu'il est capable de formuler. Il dit d'ailleurs qu'il regarde tous les peuples comme si c'était les peuples de Madagascar. Madagascar représentant ce qui est le plus exotique à l'époque. Alors, on peut aussi tirer de cette formule de nombreuses et dangereuses applications. On pourrait même dire que finalement, s'il est catholique, ce n'est que par hasard.
De fait, sa femme est protestante, donc, et est restée protestante toute sa vie. Donc, on peut dire que là, enfin, on ne s'aventurera pas, il ne s'aventure pas sur ce sujet-là, mais on ne peut pas ne pas faire de tirer des conséquences. Donc, il faut s'élever pour voir les choses de plus haut, mais aussi s'élever au point jusqu'au point où les distinctions s'annulent pour répondre à la question, la grande question philosophique, qu'est-ce qu'un homme ? Alors, pour traiter de la question, j'ai pensé à un texte qui est un passage retiré des lettres persanes, donc que vous n'avez certainement pas lu, et qui est la lettre du chef des eunuques, le premier eunuque, qui parle à un jeune homme. Alors, pour vous expliquer certaines formules qui risquent de ne pas être limpides à l'audition, ni même à la lecture, les eunuques, donc, des hommes castrés, ou plutôt, il vaut mieux les castrer jeunes. Donc, en général, ils sont castrés quand ils sont enfants, en tout cas avant la puberté. Et surtout, les noirs, j'y insiste parce que dans un autre texte que Frédérica nous lira, il en est question de manière extrêmement précise, les eunuques noirs sont castrés d'une manière beaucoup plus rigoureuse que les eunuques blancs. Pour une bonne raison, c'est que les eunuques noirs sont les seuls à entrer dans l'appartement des femmes. Dans les lettres persanes, on évoque même le fait que les eunuques conduisent les femmes dans le bain. Donc, le premier eunuque s'adresse à Jaron, lui écrit une lettre. C'est le premier eunuque du sérail, c'est-à-dire du harem d'Uzbek, qui est un des personnages des lettres persanes. Quoique je n'ai guère jamais connu cet engagement qu'on appelle amitié, et que je me sois enveloppé tout entier dans moi-même, tu m'as cependant fait sentir que j'avais encore un cœur. Et pendant que j'étais de bronze pour tous ces esclaves qui vivaient sous mes lois, je voyais croître ton enfance avec plaisir. Le temps vint où mon maître jeta sur toi les yeux. Il s'en fallait bien que la nature eût encore parlé lorsque le fer te sépara de la nature. Je ne te mentirai point, je ne te dirai point si je te plaignis, ou si je sentis du plaisir à te voir élevé jusqu'à moi. J'apaisai tes pleurs et tes cris. Je crus te voir prendre une seconde naissance et sortir d'une servitude où tu devais toujours obéir pour entrer dans une servitude où tu devais commander. Je pris soin de ton éducation. La sévérité, toujours inséparable des instructions, te fit longtemps ignorer que tu m'étais cher. Tu me l'étais pourtant. Et je te dirai que je t'aimais comme un père aime son fils, si ces noms de père et de fils pouvaient convenir à notre destinée. Donc ce jeune Jaron, eunuque noir, quand il a été séparé de la nature, c'est un homme dénaturé. Les eunuques sont dénaturés. Mais un eunuque est encore un homme parce qu'il a des sentiments, parce que l'eunuque donc a des sentiments paternels pour cet enfant qui vient d'être émasculé, d'être mutilé, et qu'il prend dans ses bras, qu'il console, etc. Mais il y a aussi... Alors, l'eunuque est aussi contre nature pour une autre raison, c'est en raison du rôle qu'on lui fait jouer. L'eunuque enferme les femmes et apparaît dans les lettres persanes comme un véritable bourreau pour les femmes, parce qu'il compense sa servitude par, suivant le principe de retournement bien connu, par une autorité absolue et même perverse, nous dirions sadique, sur les femmes. Il jouit de la servitude qu'il impose. Mais là, il nous montre un autre aspect de lui-même. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est que ce premier eunuque, c'est un noir. Et est-ce que vous vous êtes posé la question ? Eh bien non. Vous avez d'abord vu en lui un homme certes
avec cette particularité, évidemment, qui nous choque certainement moins aujourd'hui qu'elle ne pouvait choquer au XVIIIe siècle, mais surtout, c'est un noir. Et c'est tellement peu mis en valeur que j'ai vu des articles de personnes extrêmement savantes qui considèrent que le premier eunuque, vous voyez à quel point aussi les stéréotypes peuvent fonctionner, le premier eunuque, c'est forcément un blanc, parce que c'est un blanc qui dirige. Eh ben non. D'abord parce que le harem, enfin le sérail, comme on dit au XVIIIe siècle, le harem, c'est un monde complètement inversé, complètement perverti, mais surtout pour la raison que je vous ai donnée, c'est que l'eunuque blanc n'a pas le droit d'entrer dans les appartements des femmes. Donc il faut bien que ce soit un noir qui dirige tout. Et donc, vous avez entendu parler un noir, à mon avis, c'est la première fois qu'un noir parle dans la littérature française. On est en 1721. Alors, bon, on ne va pas chipoter, c'est rejeter des lettres persanes. On va dire que c'est autour de 1721. Il y a eu des romans qui ont précédé, où l'on voit, il y a un roman notamment qui a été traduit de l'anglais, Oroonoko, où l'on voit un prince noir qui, évidemment, qui est séparé de sa princesse, etc. Mais il est surtout prince, et il parle en prince. Mais là, c'est un esclave noir, et il parle comme, enfin, non pas n'importe quel homme, mais comme peu d'hommes, peut-être, peuvent parler. Et donc, j'ai trouvé que cette parole qui est ainsi libre et libérée était tout à fait intéressante. D'autant que, eh bien, vous vous doutez aussi, il y a un texte qu'il est très difficile d'éviter quand on parle de Montesquieu, du racisme et bien sûr de l'esclavage, c'est le chapitre de l'esclavage des nègres, livre 15, chapitre 5 de l'Esprit des lois. C'est le chapitre qui est... quand j'avais travaillé cela dans une perspective statistique, et également il y a eu une thèse de Laetitia Perret sur Montesquieu dans les manuels scolaires, c'est ce chapitre de l'esclavage des nègres et le chapitre, le passage de Montesquieu qui est le plus fréquemment reproduit dans les manuels scolaires. Le problème est de savoir pendant combien de temps pourra-t-il encore être reproduit, dans la mesure où il utilise le mot nègre, qui est totalement neutre au XVIIIe siècle, évidemment qui de nos jours est banni pour d'excellentes raisons, mais le raisonnement parfois va un peu vite, d'une part, d'autre part, donc enfin, on le verra, il y a d'autres raisons qui en rendent l'utilisation très difficile. Mais évidemment, donc, je n'allais pas me priver, vous priver de ce très beau texte sous prétexte que ça vous évoquera peut-être seulement des souvenirs de lycée. Mais je voulais surtout le replacer dans son contexte et ce qui est l'occasion de fournir d'autres textes qui sont peut-être moins connus, mais qui sont tout aussi efficaces. Au début du livre 15 de l'Esprit des lois, Montesquieu déclare que l'esclavage n'est pas bon par sa nature, il n'est utile ni au maître ni à l'esclave. Les choses ne peuvent pas être plus claires. C'est comme la polygamie. La polygamie n'est bonne ni pour les hommes, ni pour les femmes, ni pour les enfants. Alors à part ça, après cela, on va discuter en disant « Ah ben oui, mais Montesquieu a dit que la polygamie, elle était possible quand il y avait dans les pays chauds, dans les pays despotiques. » Oui, mais de toute manière, la polygamie est mauvaise en elle-même. L'esclavage est mauvais en lui-même. Vous prenez un être normal, vous en faites un esclavagiste, vous en faites le maître d'esclaves, eh bien, il se pervertit lui-même dans l'autorité qu'il impose à d'autres hommes et dans le pouvoir absolu qui lui est donné. C'est toute la deuxième partie du livre 15 qui montre que les Romains se sont transformés en bêtes, littéralement, parce qu'ils avaient cette masse d'esclaves à disposition. Alors donc, on part du principe que l'esclavage n'est pas bon pour le genre humain.
L'esclavage, je cite Montesquieu, est d'ailleurs aussi opposé au droit civil qu'au droit naturel. L'esclavage est injustifiable. Et pourtant, il a existé. Le droit romain contient beaucoup de dispositions sur l'esclavage, et les sociétés romaines et la société grecque, on le sait, étaient caractérisées par l'existence de l'esclavage. Et surtout, mais l'esclavage, il a été créé dans les sociétés européennes. À ce moment-là, donc après la conquête de l'Amérique, l'Espagne, très catholique, se garde bien de pratiquer la traite des esclaves. Bah oui, elle l'a déléguée à l'Angleterre. Comme ça, elle garde les mains propres, mais elle en retire tout bénéfice. Donc, comment justifier l'esclavage ? Eh bien, pour des raisons que Montesquieu nous énumère, donc dans 3 chapitres d'inégale longueur. Il va montrer finalement, soyons clairs, il y a 2 motifs qui ont introduit entre les hommes une différence telle qu'on puisse en mettre certains en esclavage. C'est la bêtise et la religion, qui de ce côté, et évidemment, qui peuvent tout à fait s'épauler, surtout quand elles ont en commun l'intérêt matériel, qui peut-être, du point de vue de l'universalisme, peut être considéré comme un motif absolument universel. Donc, la question que pose Montesquieu, comment peut-on justifier l'existence, c'est-à-dire l'apparition dans nos sociétés modernes, d'un prétendu droit de l'esclavage ? Frédérica, à vous. J'aimerais autant dire que le droit de l'esclavage vient du mépris qu'une nation conçoit pour une autre, fondé sur la différence des coutumes. Lopez de Gamard dit que les Espagnols trouvèrent, près de Sainte-Marthe, des paniers où les habitants avaient des denrées. C'étaient des cancres, des limaçons, des cigales, des sauterelles. Les vainqueurs en firent un crime aux vaincus. L'auteur avoue que c'est là-dessus qu'on fonda le droit qui rendait les Américains esclaves des Espagnols, outre qu'ils fumaient du tabac et qu'ils ne se faisaient pas la barbe à l'espagnol. Les connaissances rendent les hommes doux. La raison porte à l'humanité. Il n'y a que les préjugés qui y fassent renoncer. Voilà, donc la nourriture, bon, les cancres, c'est des sortes de crabes, etc. Et des cigales, bon, je pense que ça doit être une traduction peut-être des locustes, enfin je ne retrouve plus le nom, des homards ou des langoustes, enfin bon, peu importe le contenu de ces fameux paniers de denrées, c'est ce que les Espagnols n'ont pas l'habitude de manger, et surtout, tout cela réduit à des points dérisoires, parce que tout de même, là, Montesquieu nous amuse, et c'est aussi tout le jeu de l'ironie, c'est de nous faire sentir la dérision de ces sujets-là. L'usage du tabac, qui est devenu si familier aux Européens depuis que Nico a rapporté cette herbe en Europe, et il ne se faisait pas la barbe à l'espagnol. On trouve ça un petit peu ridicule, mais ça va beaucoup plus loin. C'est, à l'époque, on croit que les Amérindiens sont imberbes, que c'est une différence fondamentale entre les habitants de l'Amérique et les habitants de la vieille Europe. Donc évidemment, ils ne peuvent pas se faire la barbe, puisqu'ils ne sont pas comme cela. Mais, d'autre part, les lettres persanes se sont aussi beaucoup amusés à moquer la vanité que les Espagnols tirent de leurs moustaches. Parce que les Espagnols sont un peu la tête de Turc, si j'ose dire, de Montesquieu dans les lettres persanes. Et notamment, il raconte que une fois un général espagnol a donné comme gage de je ne sais plus quel engagement un poil de sa moustache. Donc, la vanité stupide des Espagnols relative à leur système pileux et donc apparaît comme un excellent motif de mettre des hommes et des générations d'hommes en esclavage. Bon, pas tout à fait seulement mis en esclavage, on s'est contenté de les massacrer, mais
Ainsi s'est enclenché un engrenage, c'est que comme on les a considérés comme des sous-hommes, on les a massacrés, et comme le territoire était vide d'habitants, eh bien il a bien fallu trouver des travailleurs, et c'est en Afrique qu'on les a trouvés. Mais donc, maintenant, passons au chapitre 4, autre origine du droit de l'esclavage. J'aimerais autant dire que la religion donne à ceux qui la professent un droit de réduire en servitude ceux qui ne la professent pas, pour travailler plus aisément à sa propagation. Ce fut cette manière de penser qui encouragea les destructeurs de l'Amérique dans leurs crimes. C'est sur cette idée qu'ils fondèrent le droit de rendre tant de peuples esclaves, car ces brigands, qui voulaient absolument être brigands et chrétiens, étaient très dévots. Louis XIII se fit une peine extrême de la loi qui rendait esclaves les nègres de ses colonies. Mais quand on lui eut bien mis dans l'esprit que c'était la voie la plus sûre pour les convertir, il y consentit. La religion, donc, en fait, elle n'est qu'un prétexte, et il en est usé comme d'une manipulation, et Louis XIII, qui a été un prince faible et pour qui Montesquieu a très peu d'admiration, vous voyez comment il est réduit. On lui eût bien mis dans l'esprit la voie la plus sûre pour les convertir. Chacun sait effectivement que la force est le meilleur moyen pour convertir les gens. Et maintenant, donc on a eu le chapitre 3, avec les Espagnols qui considèrent que, comme on ne se fait pas la barbe comme eux, on doit être mis en esclavage. Après la religion, qui est une pure manipulation, eh bien, on passe au grand moment, l'esclavage des nègres. Si j'avais à soutenir le droit que nous avons eu de rendre les nègres esclaves, voici ce que je dirais. Les peuples d'Europe ayant exterminé ceux de l'Amérique, ils ont dû mettre en esclavage ceux de l'Afrique pour s'en servir à défricher tant de terres. Le sucre serait trop cher si l'on ne faisait travailler la plante qui le produit par des esclaves. Ceux dont il s'agit sont noirs, depuis les pieds jusqu'à la tête, et ils ont le nez si écrasé qu'il est presque impossible de les plaindre. On ne peut se mettre dans l'esprit que Dieu, qui est un être très sage, ait mis une âme, surtout une âme bonne, dans un corps tout noir. Il est si naturel de penser que c'est la couleur qui constitue l'essence de l'humanité que les peuples d'Asie, qui font des eunuques, privent toujours les Noirs du rapport qu'ils ont avec nous d'une façon plus marquée. On peut juger de la couleur de la peau par celle des cheveux, qui, chez les Égyptiens, les meilleurs philosophes du monde, étaient d'une si grande conséquence qu'ils faisaient mourir tous les hommes roux qui leur tombaient entre les mains. Une preuve que les nègres n'ont pas le sens commun, c'est qu'ils font plus de cas d'un collier de verre que de l'or, qui, chez les nations policées, est d'une si grande conséquence. Il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des hommes, parce que si nous les supposions des hommes, on commencerait à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes chrétiens. De petits esprits exagèrent trop l'injustice que l'on fait aux Africains, car si elle était telle qu'ils le disent, ne serait-il pas venu dans la tête des princes d'Europe, qui font entre eux tant de conventions inutiles, d'en faire une générale en faveur de la miséricorde et de la pitié? Alors j'ai envie de dire no comment, il faut le savoir. Voilà. Sauf que ce texte, eh bien d'abord, ce texte est évidemment ironique. Alors en France, on n'a pas trop de problème à le traiter du côté de l'ironie, dans la mesure où, vous savez, dans les manuels scolaires qui fonctionnent parfois, donc non plus par siècle, comme quand j'étais au lycée, mais qui fonctionnent sur des principes, voilà, l'argumentation, etc., l'ironie fait partie des moyens d'expression qui sont étudiés, et de ce fait, justement, ce texte peut
être tout à fait utilisé en ce sens, et pour utiliser également, étudier le moyen de l'antiphrase, c'est extrêmement commode. Mais le problème, c'est que vous avez des gens qui le prennent au premier degré, et notamment aux États-Unis, où on a des mouvements woke qui déclarent que Montesquieu fait partie des auteurs qui ne doivent plus être étudiés à cause de cela, que l'on a également, on se dit, oui, c'est vrai que il est quand même antiraciste, il est contre l'esclavage, mais en même temps, il y a des arguments qui paraissent judicieux, et d'un point de vue économique, le sucre serait trop cher, etc. Et puis il y a quand même... Bon, après tout, il y a des gens qui disent qu'il est pour l'esclavage, parce qu'après tout, il ne dit pas, à la fin, il faudrait supprimer l'esclavage avec 3 clignotants de chaque côté. Donc finalement, et il ne dit pas, il faut abolir l'esclavage. Donc tant qu'il ne l'a pas dit... ça veut dire qu'il est un peu pour. Et alors, de ce côté-là, je ne devrais pas le dire parce que ça attire l'attention sur le sujet, c'est l'effet Streisand. L'article Wikipédia sur Montesquieu, il y a 2 ans encore, donc on est en novembre 2022, mettons jusqu'en 2020-2021, avait été refait au petit point par un de mes collègues qui avait éliminé toutes les vieilles légendes, etc., renouvelé la bibliographie, etc. Et alors, il y a un peu plus d'1 an, l'article Wikipédia a été transformé, a été alimenté par des pages et des pages de discussion. Oui, il était quand même anti-esclavagiste, mais quand même un petit peu, le pour, le contre. Avec utilisation, un doctorant me racontait il y a 2 jours qu'il a vu réapparaître dans cet article des arguments de sa directrice de thèse, Céline Spector, qui, dans un article extrêmement informé, justement, récapitulait ce type d'arguments en disant « mais ils ne tiennent pas ». Eh bien, donc, elle est créditée de tous les arguments qu'elle dénonce. Hein. Et si vous voulez, on peut dire « il n'y a qu'une chose à faire ». Eh ben, vous rectifiez l'article Wikipédia. Sauf que vous ne supprimez pas l'équivalent de 4 pages de texte comme cela, vous êtes accusé de vandalisme, et que de toute manière, si c'est pour que le lendemain, quelqu'un remette les mêmes bêtises, c'est pas la peine. On a autre chose. Les chercheurs, les gens qui aiment Montesquieu, ils ont tous autre chose à faire que cela. Donc, voilà ce qui peut être dit à propos de l'esclavage des Noirs, des Africains, et ce qui est certainement moins connu, c'est la manière dont Montesquieu s'est exprimé sur les Juifs. Quelques mots sur les Juifs en France à son époque. J'ai l'habitude de dire qu'il valait mieux être juif que protestant. Vous êtes protestant, vous êtes français, vous n'avez pas le droit de pratiquer votre religion. Soit vous vous convertissez, soit vous quittez la France, mais dans ce cas, c'est une offense personnelle au roi de France, vos biens sont saisis, etc., etc. Les Juifs sont tous déclarés de nation étrangère. Donc quelqu'un qui est de nation étrangère a le droit de pratiquer sa religion. Et les Juifs, donc Montesquieu habite à Bordeaux et à côté de Bordeaux, il alterne avec Paris, mais il a vécu toute sa jeunesse à Bordeaux, il a toujours vu des Juifs partout. Les communautés vivent évidemment sans aucun problème. Et quelle est l'activité des Juifs ? C'est quelque chose que nous allons voir là. Ce sont toutes les activités d'argent. Alors, Montesquieu s'est exprimé à plusieurs reprises à ce propos. Il déclare par exemple « Les Juifs sont à présent sauvés ». C'était pas très prémonitoire. La superstition, mais pourquoi ? Parce que pour lui, évidemment, il ne peut pas imaginer qu'un jour quelqu'un définira la race arienne et la race juive. C'est pas imaginable. La superstition ne reviendra plus et on ne
on ne les exterminera plus par principe de conscience. Parce que ceux qui jouent contre les Juifs, eh bien, c'est les Juifs qui ont mis à mort le Christ, etc. Donc, ce sont les principes de conscience des catholiques qui les font exterminer. Dans les lettres persanes, il écrit « Ils n'ont jamais eu dans l'Europe un calme pareil à celui dont ils jouissent. On commence à se défaire parmi les chrétiens de cet esprit d'intolérance qui les animait. » Bel optimisme, qui est aussi une sorte de constat. Effectivement, on ne rejette plus les Juifs comme cela s'est passé. Enfin, rejeter, on va voir qu'on a une certaine manière de les rejeter. Hein, mais au moins, le problème, c'est la superstition qui désigne les Juifs à la vindicte. C'est le peuple maudit, c'est le peuple à qui on détestait, hein, pour ces raisons religieuses, à qui on confie ce qu'on ne veut pas faire et à qui on reproche ensuite de le faire, les métiers d'argent. Et donc, c'est ce que nous allons voir dans le prochain texte que nous lit Frédérica, qui consiste à condamner le prêt à intérêt, ce qui est appelé usure, et cela a été condamné par les scolastiques, c'est-à-dire les théologiens, et de ce fait, le commerce d'argent a été pratiqué par les seuls juifs. Donc c'est un chapitre, livre 21, chapitre 20 de l'Esprit des lois. Comment le commerce se fit jour en Europe à travers la barbarie. La philosophie d'Aristote ayant été portée en Occident, elle plut beaucoup aux esprits subtils qui, dans les temps d'ignorance, sont les beaux esprits. Des scolastiques s'en infatuèrent et prirent de ce philosophe bien des explications sur le prêt à intérêt, au lieu que la source en était si naturelle dans l'Évangile. Ils le condamnèrent indistinctement et dans tous les cas. Par là, le commerce, qui n'était que la profession des gens vils, devint encore celle des malhonnêtes gens. Car toutes les fois que l'on défend une chose naturellement permise ou nécessaire, on ne fait que rendre malhonnêtes gens ceux qui la font. Le commerce passa à une nation pour lors couverte d'infamie, et bientôt il ne fut plus distingué des usures les plus affreuses, des monopoles, de la levée des subsides et de tous les moyens malhonnêtes d'acquérir de l'argent. Les Juifs, enrichis par leurs exactions, étaient pillés par les princes avec la même tyrannie, chose qui consolait les peuples et ne les soulageait pas. Les Juifs ne sont donc pas sans responsabilité, car s'il est question des enrichis par leurs exactions, c'est qu'ils profitent de cette situation, justement, pour s'enrichir, et c'est pour cela qu'on a dans la littérature française tant d'expressions sur les Juifs. Chez Molière, quel Juif est-il question quand le fils de famille essaye d'obtenir veut obtenir un prêt et que, évidemment, c'est à des conditions absolument terribles. Et la figure de l'usurier juif est devenue canonique en littérature. Et ils s'inscrivent dans une société où tout est brutal, où l'on ne connaît que des rapports de force. Mais les Juifs ne sont jamais, en fait, en rapport de force. Et c'est la suite du texte. Ce qui se passa en Angleterre donnera une idée de ce que... Ce qui se passa en Angleterre donnera une idée de ce qu'on fit dans les autres pays. Le roi Jean, ayant fait prisonnier les Juifs pour avoir leurs biens, il y en eut peu qui n'eussent au moins quelque œil crevé. Ce roi faisait ainsi sa chambre de justice. Un d'eux, à qui on arracha 7 dents, une chaque jour, donna 10 000 marques d'argent à la 8e. Henri III tira d'Aaron, juif d'York, 14 000 marques d'argent et 10 000 pour la reine. Dans ces temps-là, on faisait violemment ce qu'on fait aujourd'hui en Pologne avec quelques mesures. Les rois ne pouvant fouiller dans la bourse de leurs sujets à cause de leurs privilèges, mettaient à la torture les Juifs qu'on ne regardait pas comme citoyens. Outre la brutalité du traitement, il y a cette fin qu'on ne regardait pas comme citoyens.
puisque le seul fait qu'une partie de la société ne soit pas considérée comme faisant partie du corps social et politique est la première cause du dysfonctionnement. À partir de là, l'appât du gain, la cruauté, le mépris pour la vie humaine ne font que le développer. Et le texte n'est pas fini, parce que Montesquieu s'arrête sur une véritable curiosité. Il aime beaucoup, comme ça, résoudre une curiosité. Mais là, c'est une loi apparemment totalement absurde, qui devrait aller contre le projet principal des monarques anglais, qui est de convertir les juifs au christianisme. Enfin, il s'introduisit une coutume qui confisqua tous les biens des juifs qui embrassaient le christianisme. Cette coutume si bizarre, nous la savons par la loi qui l'abroge. On en a donné des raisons bien vaines. On a dit qu'on voulait les éprouver et faire en sorte qu'il ne restât rien de l'esclavage du démon. Mais il est visible que cette confiscation était une espèce de droit d'amortissement, pour le prince ou pour les seigneurs, des taxes qu'ils levaient sur les juifs et dont ils étaient frustrés lorsque ceux-ci embrassaient le christianisme. Dans ces temps-là, on regardait les hommes comme des terres. Et je remarquerai en passant combien on s'est joué de cette nation d'un siècle à l'autre. On confisquait leurs biens lorsqu'ils voulaient être chrétiens et bientôt après, on les fit brûler lorsqu'ils ne voulurent pas l'être. L'argument financier est donc finalement le seul qui vaille. Et cela, on les fit brûler lorsqu'ils ne voulurent pas l'être. Vous vous rappelez que les cannibales mangent, les Mahométans tuent leurs prisonniers, les cannibales les mangent. Eh bien, en Espagne, on n'a même pas besoin de tuer les gens, ni de les manger, on les fait brûler, ce qui est quand même tout à fait aussi cruel. Et je voudrais signaler qu'évidemment, il y a une véritable légende noire de l'Espagne et de l'Inquisition qui s'est développée au XVIIIe siècle, mais il y a eu quand même des cas d'autodafé et de juifs portés sur les bûchers au XVIIIe siècle sous Philippe V d'Espagne, qui est le petit-fils de Louis XIV. Et l'oncle de Louis XV, roi de France, c'est-à-dire qu'il y a une très grande proximité des monarchies. Mais donc, ce qui apparaît ici ce qui apparaît à propos des Juifs comme à propos des Noirs chez Montesquieu, c'est que ces chrétiens sont dans une parfaite situation de contradiction. C'est ce qui apparaissait, ils étaient à la fois cruels et chrétiens, barbares et chrétiens, et surtout complètement hypocrites. Et l'Inquisition est le signe même de cette hypocrisie. Et je donne la parole à Frédérica pour notre dernier texte, qui est très long, mais pour lequel je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire après. Donc c'est l'Esprit des lois, livre 26, chapitre 13, très humble remontrance aux inquisiteurs d'Espagne et de Portugal. Une juive de 18 ans, brûlée à Lisbonne au dernier autodafé, donna occasion à ce petit ouvrage. Et je crois que c'est le plus inutile qui ait jamais été écrit. Quand il s'agit de prouver des choses si claires, on est sûr de ne pas convaincre. L'auteur déclare que, quoi qu'il soit juif, il respecte la religion chrétienne et qu'il l'aime assez pour ôter au prince qui ne serait pas chrétien un prétexte plausible pour la persécuter. Vous vous plaignez, dit-il aux inquisiteurs, de ce que l'empereur du Japon fait brûler à petit feu tous les chrétiens qui sont dans ces États. Mais il vous répondra, nous vous traitons, vous qui ne croyez pas comme nous, comme vous traitez vous-même ceux qui ne croient pas comme vous. Vous ne pouvez vous plaindre que de votre faiblesse qui vous empêche de nous exterminer et qui fait que nous vous exterminons. Mais il faut avouer que vous êtes bien plus cruel que cet empereur. Vous nous faites mourir, nous qui ne croyons que ce que vous croyez,
parce que nous ne croyons pas tout ce que vous croyez. Nous suivons une religion que vous savez vous-même avoir été autrefois chérie de Dieu. Nous pensons que Dieu l'aime encore, et vous pensez qu'il ne l'aime plus. Et parce que vous jugez ainsi, vous faites passer par le feu et par le fer ceux qui sont dans cette erreur si pardonnable de croire que Dieu aime encore ce qu'il a aimé. Si vous êtes cruel à notre égard, vous l'êtes bien plus à l'égard de nos enfants. Vous les faites brûler parce qu'ils suivent les inspirations que leur ont données ceux que la loi naturelle et les lois de tous les peuples leur apprennent à respecter comme des dieux. Vous vous privez de l'avantage que vous a donné sur les Mahométans la manière dont leur religion s'est établie. Quand ils se vantent du nombre de leurs fidèles, vous leur dites que la force les leur a acquis et qu'ils ont étendu leur religion par le fer. Pourquoi donc établissez-vous la vôtre par le feu? Quand vous voulez nous faire venir à vous, nous vous objectons une source dont vous vous faites gloire de descendre. Vous nous répondez que votre religion est nouvelle, mais qu'elle est divine. Et vous le prouvez parce qu'elle s'est accrue par la persécution des païens et par le sang de vos martyrs. Mais aujourd'hui, vous prenez le rôle de Dioclétien et vous nous faites prendre le vôtre. Nous vous conjurons, non par le Dieu puissant que nous servons, vous et nous, mais par le Christ, que vous nous dites avoir pris la condition humaine pour vous proposer des exemples que vous puissiez suivre. Nous vous conjurons d'agir avec nous comme il agirait lui-même s'il était encore sur la terre. Vous voulez que nous soyons chrétiens et vous ne voulez pas l'être. Mais si vous ne voulez pas être chrétiens, soyez au moins des hommes. Traitez-nous comme vous feriez si, n'ayant que ces faibles lueurs de justice que la nature nous donne, vous n'aviez point une religion pour vous conduire et une révélation pour vous éclairer. Si le ciel vous a assez aimé pour vous faire voir la vérité, il vous a fait une grande grâce. Mais est-ce aux enfants qui ont eu l'héritage de leur père de haïr ceux qui ne l'ont pas eu? Que si vous avez cette vérité, ne nous la cachez pas par la manière dont vous nous la proposez. Le caractère de la vérité, c'est son triomphe sur les cœurs et les esprits, et non pas cette impuissance que vous avouez lorsque vous voulez la faire recevoir par des supplices. Si vous êtes raisonnable, vous ne devez pas nous faire mourir parce que nous ne voulons pas vous tromper. Si votre Christ est le Fils de Dieu, nous espérons qu'il nous récompensera de n'avoir pas voulu profaner ces mystères. Et nous croyons que le Dieu que nous servons, vous et nous, ne nous punira pas de ce que nous avons souffert la mort pour une religion qu'il nous a autrefois donnée, parce que nous croyons qu'il nous l'a encore donnée. Vous vivez dans un siècle où la lumière naturelle est plus vive qu'elle n'a jamais été, où la philosophie a éclairé les esprits, où la morale de votre évangile a été plus connue, où les droits respectifs des hommes les uns sur les autres, l'empire qu'une conscience a sur une autre conscience sont mieux établis. Si donc vous ne revenez pas de vos anciens préjugés, qui, si vous n'y prenez garde, sont vos passions, il faut avouer que vous êtes incorrigible, incapable de toute lumière et de toute instruction. Et une nation est bien malheureuse qui donne de l'autorité à des hommes tels que vous. Voulez-vous que nous vous disions naïvement notre pensée? Vous nous regardez plutôt comme vos ennemis que comme les ennemis de votre religion. Car si vous aimiez votre religion, vous ne la laisseriez pas corrompre par une ignorance grossière. Il faut que nous vous avertissions d'une chose. C'est que si quelqu'un, dans la postérité, ose jamais dire que dans le siècle où nous vivons, les peuples d'Europe étaient policés, on vous citera pour prouver qu'ils étaient barbares. Et l'idée que l'on aura de vous sera telle qu'elle flétrira votre siècle et portera la haine sur tous vos contemporains. Rien à dire. Merci Frédérica.